Nous allons vous parler donc du travail avec les parents au sein d'une maison des adolescents. Les maisons des adolescents ont pour vocation d'accueillir toutes les situations liées à l'adolescence dans sa globalité, pour une tranche d'âge de 11 à 20 ans, dans une mission d'évaluation et d'orientation. Le travail de réseau interprofessionnel et interdisciplinaire est l'autre mission à l'œuvre au sein des maisons des adolescents, dans un souci de prévention de la santé des adolescents. Elles ont la particularité de rencontrer les jeunes et les familles sans contrainte, au plus tôt des premiers signes de mal-être et dans une grande disponibilité et réactivité. C'est en 2015 que le CIPDR a fait le choix de s'appuyer sur les professionnels de l'adolescence. Les maisons des adolescents deviennent alors un des partenaires du plan de lutte contre la radicalisation. La MDA 49 s'engage à son tour dans cette nouvelle mission. À l'époque, la question de la radicalisation suscite beaucoup de fantasmes et de fausses représentations. Dès le départ, nous serons toutes les deux référentes de ce projet. C'est la curiosité, le besoin d'essayer d'y comprendre quelque chose comme une tentative de sortir de la sidération provoquée par l'actualité traumatique du moment qui nous anime. C'est en juin 2015 que nous accueillons une mère et sa fille aînée, âgée de 15 ans, convertie à un islamisme rigoriste au travers des discours de Daesh. Chloé a été par 2 fois rattrapée de justesse. Elle voulait rejoindre la Syrie pour y vivre sa religion sans contrainte et s'occuper des enfants victimes de la guerre. Elle refusera de revenir à la MDA. Nous recevrons donc Madame Seul dans l'objectif de la soutenir tout au long de ces différentes démarches. Des rendez-vous avec les renseignements territoriaux, mais aussi des rencontres régulières au CPDSI. Ces va-et-vient entre les échanges à Paris où elle se rend avec sa fille et nos entretiens aident à la mise en mots de ses ressentis. Progressivement, les relations mère-fille s'apaisent. Chloé reviendra alors que nous abordons l'histoire familiale transgénérationnelle. Fort de cette expérience, il nous paraît dès lors évident que nous avons un rôle particulier à jouer auprès des familles, d'autant que Madame C est prête à se joindre à nous pour venir témoigner de son histoire auprès des familles en désarroi confrontées à ce phénomène. Effectivement, nous allons rencontrer d'autres parents dans la même situation. Leurs filles se sont engagées dans une pratique religieuse radicale prônée par les discours de Daesh trouvés sur Internet. Tous ces parents partagent la même souffrance et le même ressenti d'isolement social et familial. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et ont surtout le sentiment d'être jugés comme de mauvais parents. S'impose à nous la nécessité de leur offrir un lieu où ils vont pouvoir se sentir... Donc, un lieu où ils vont pouvoir se sentir accueillis, un espace à la mission différente de ceux avec lesquels ils ont été en contact jusqu'alors, les renseignements territoriaux, la PJJ, les services de protection de l'enfance. Un groupe de parole où ils vont pouvoir se rejoindre, se reconnaître, exprimer leur impensable. Notre postulat est que les va-et-vient entre les entretiens individuels et les temps de groupe vont permettre l'évolution de leur posture parentale face à la radicalisation de leur fille et ainsi agir sur le désengagement de celle-ci. Nous allons animer ce groupe de parents à raison d'1 séance par mois. Ce groupe ouvert accueillera au fur et à mesure l'arrivée de nouveaux parents. Parallèlement, nous continuerons les entretiens individuels en fonction de l'évolution et de la demande de chaque participant. Nous aurons aussi la possibilité de reprendre nos observations lors de supervision avec un pédopsychiatre après chaque séance groupale. À travers l'histoire singulière et pourtant si semblable de 2 jeunes filles, nous allons voir comment leur radicalisation n'est qu'une des formes d'un symptôme-réponse à leur mal-être adolescente. Maya. Début 2016, Madame M appelle le numéro vert. Elle est inquiète à l'idée que sa fille Maya, convertie à l'islam, puisse partir en Syrie. Un suivi par les renseignements territoriaux et une mesure judiciaire d'investigation sont diligentés. Au terme des 6 mois de cette évaluation, les travailleurs sociaux nous les adressent, inquiets pour la santé psychique de cette jeune fille, risque anorexique, risque suicidaire. Maya a bientôt 17 ans lorsqu'elle vient à la MDA avec ses parents.
Elle est originaire d'Haïti, adoptée à ses 2 ans. Ses parents ne pouvaient pas avoir d'enfant. Maya est une petite fille très extravertie, sans limite, dont le mal-être, marqué par des crises oppositionnelles, a nécessité un suivi en pédopsychiatrie en fin de primaire. Au collège, elle cherche ses propres solutions dans la religion, où elle trouve de l'apaisement par les réponses à ses questions existentielles et une régulation de ses relations à l'autre sexe. Elle se convertit au salafisme à l'âge de 15 ans. Elle se déscolarise l'année suivante et impose à ses parents sa pratique et sa transformation. Les parents ne reconnaissent plus leur fille. Elle s'est mariée à un salafiste belge via Internet. Le climat familial devient délétère. Nous les recevrons tous les 3. À la fin du premier rendez-vous, Maya acceptera de revenir à la condition que ses parents soient aussi présents pour poursuivre nos échanges. Au bout de quelques mois, elle parviendra à venir seule, parallèlement à l'engagement de ses parents dans le groupe. Pour Ingrid, depuis avril 2017, les parents d'Ingrid sont sollicités par la gendarmerie pour qu'ils nous contactent pour un accompagnement des familles via le partenariat entre préfecture et MDA. Ils nous appelleront finalement en septembre 2017. Ingrid est une jeune fille de 16 ans que nous ne rencontrerons qu'à travers le discours de ses parents. L'année précédente, devant sa déscolarisation, ses changements de comportement au domicile, le signalement de l'Éducation nationale, la pression de la gendarmerie, sa mère finit par faire une demande d'interdiction de sortie de territoire. À l'âge de 13 ans, Ingrid, par une adhésion anarchique et opportuniste, s'est radicalisée via les réseaux sociaux. Elle est dans une pratique extrêmement tyrannique, tant pour elle-même que pour son entourage. Cette conversion est insupportable pour sa mère qui ne veut rien entendre de tout ça. Ses parents sont sous la pression des institutions républicaines qui les somment d'agir auprès de leur fille. Ingrid refuse les soins psychiatriques, tout comme la scolarité ou toute autre proposition. Les parents impuissants et démunis s'effondrent. Ils ne peuvent plus sortir chez eux, ni même aller travailler. L'extérieur devient hostile pour tous, les enfermant dans un huis clos destructeur. En septembre 2017, ils intègrent directement le groupe de parents pour une première rencontre. Les parents d'Ingrid sont anéantis par les 3 dernières années qu'ils viennent de vivre avec leur fille cadette. Tous les 2 disent qu'ils sont en plein cauchemar. Le groupe comme réceptacle et lieu de transformation. Au travers de ces rencontres régulières, nous allons découvrir que pour ces 2 jeunes filles, l'amour maternel, vécu comme tyrannique, et son emprise les condamne à l'impossible. Comment se séparer de leur mère sans prendre le risque que l'une ou l'autre ne meure quand les pères ne peuvent pas faire tiers? Au début du groupe, les parents viennent dans l'intention de retrouver d'autres parents qui, comme eux, subissent la violence de la conversion de leur fille. Ils sont sidérés, anéantis, blessés. C'est ce temps de sidération et du déni. Madame M découvre Maya, couverte d'un voile noir, en prière dans sa chambre. Elle ne peut pas voir ça. Elle referme la porte. Elle est dans le déni de ce qu'elle a vu. Elle dira « Je ne reconnaissais plus ma petite fille souriante que je coiffais. Elle aimait tant les tresses colorées. Elle ne peut pas nous faire ça. » Par le voile, Maya refuse de donner à sa mère son corps comme objet de jouissance. Elle le lui dissimule et pose ainsi un acte de séparation radicale. Puis vient le temps de la colère. Les premières séances ont permis de dépasser la sidération. Pour les parents déjà présents, le sentiment d'appartenance au groupe va leur permettre d'accueillir toute la violence des parents d'Ingrid, très meurtris, qui arrivent pour la première fois dans ce groupe, mais aussi à la maison des adolescents. Ceux-ci n'ont encore jamais rien déposé de leur histoire. La possibilité d'être accueillis par des pairs semble avoir fait sens pour eux. Monsieur I, très en retrait, regarde impuissant sa femme cracher toute sa violence. Madame s'agite, monologue, projette sa colère sur l'extérieur. Débordée par ses émotions, elle déverse sans retenue. « Je suis raciste. Déjà, j'aimais pas les Arabes avant, alors là... » Ce qui est radical ici, c'est le choix extrême qu'Ingrid impose à sa mère entre le lien d'amour et le lien symbolique qui fonde son existence d'enfant. Madame I s'en prend également aux différentes institutions déjà rencontrées et les disqualifie.
Elle s'est sentie humiliée, jugée comme mauvaise mère. En exprimant ce ressenti, le groupe de parents fait corps avec elle. Tous se reconnaissent dans cette épreuve. Ils peuvent librement dire ce sentiment de honte, d'exclusion, de solitude et d'impuissance qu'ils partagent tous. Les mères surtout s'expriment. Les maris reprennent comme en écho. Perdue, c'est par une réaction d'agrippement que Madame I tente de sauver sa fille. Comme Ingrid est en conflit plus violent avec son père, elle décide de la séparation de son couple pour se coller encore plus à sa petite fille qu'elle est en train de perdre. Sa réaction pour sauver le lien imaginaire escamote, par le rejet du père, l'origine symbolique. Ces propos provoquent une réaction dans le groupe. L'exclusion du père n'est pas acceptable, d'autant que Madame I dit qu'elle tient très fort à son mari. Celui-ci pourra alors dire sa dépression. Il ne dort plus, ne peut plus aller travailler, se met en danger à de nombreux accidents de voiture. Le groupe insiste auprès d'eux pour les soutenir dans le retour de monsieur au domicile familial. L'arrivée des parents d'Ingrid dans le groupe va provoquer une nouvelle étape par leur façon parfaitement transparente de présentifier ce qui est en jeu dans le mouvement radical de ces jeunes filles. Le temps de la cohésion et de l'illusion groupale. L'évocation de la séparation du couple I vient décaler la posture des premiers participants. Forts de leur expérience, ils repèrent que le groupe a fait contenance pour eux, en leur permettant le recul nécessaire à l'amorce d'un lâcher-prise de leur enfant. Monsieur et Madame M acceptent que Maya prenne un peu de distance et qu'elle ne participe pas au repas de Noël dans la famille élargie. Sa conversion à l'islam est tolérée. Ils ont envie à leur tour d'accompagner la détresse des autres parents, car ils mesurent le chemin qu'ils ont parcouru. L'envie de transmettre ce qu'ils ont traversé les fait devenir aidants à leur tour. Sur 2 ou 3 séances, le groupe accueille la souffrance des uns et des autres. Chacun s'identifie au vécu douloureux de l'autre. Ils se bordent entre eux, se conseillent. Pour tous, le groupe transforme leur quotidien. Ils se renarcissisent, reprennent confiance en eux. La colère laisse place à un assouplissement de leur posture parentale qui permet de diminuer les conflits avec leurs filles. Le cadre du groupe autorise les parents à évoluer. Monsieur I est revenu au domicile familial. Les parents ont retrouvé du travail tous les deux. Maya et Ingrid sont considérées comme sorties d'affaires. Elles sont dans une pratique modérée. Elles semblent avoir pris de la distance avec le discours et l'exigence salafiste dans une forme de compromis. Mais suite à ces motions de séparation et de reconfiguration familiale, les symptômes se déplacent. Arrive alors le temps de l'effondrement. Pour les parents de Maya, c'est le corps qui parle. Monsieur et Madame multiplient les soucis de santé. Madame arrive un jour dans le groupe avec une attelle au bras. Elle a fait une chute importante qui l'invalide. Elle ne peut plus aller travailler ni même conduire sa voiture. Elle résiste avec force au fait de voir sa fille grandir et s'autonomiser. Maya et ses parents se retrouvent pris au piège de leur proximité forcée. La tension monte à nouveau au domicile. Madame nous apprend la tentative de suicide de Maya. « Pardon, maman, je ne voulais pas te faire de mal, lui dira-t-elle, après avoir ingéré des médicaments. » Maya sera hospitalisée 1 semaine. À son tour, Madame I est hors d'elle. Il y a quelques jours, une copine d'Ingrid les a alertés. Leur fille menaçait de se jeter d'un pont. Lorsque ses parents la récupèrent, Ingrid leur confie avoir été victime d'une agression sexuelle il y a 2 ans. Depuis cette nouvelle, Madame I ne dort plus, ne vit plus. Elle enrage. « Ma seule raison de vivre, c'est de trouver celui qui lui a fait ça et le tuer. » Malgré ses tentatives d'apaisement, Monsieur assiste impuissant à l'agitation de sa femme, qu'il voit sombrer dans la folie. Il la surveille, s'inquiète pour elle. « J'ai besoin de toi, lui dit-il. » Madame I sera finalement hospitalisée en psychiatrie 1 semaine après cette séance. Alors que leur femme s'effondre, les hommes vont prendre peu à peu plus de place. Ils s'expriment plus librement, s'étayant l'un et l'autre. Ils peuvent alors dire leur désaccord sur les positions éducatives des mères. Ils manifestent leur souhait que les relations mère-fille se modifient. Ils perçoivent quelque chose du ravage entre elles.
Madame I donne des nouvelles positives de sa fille Ingrid, qui a démarré un stage de vente en boulangerie. Il salue son courage. De même pour Monsieur M, qui lui aussi soutient Maya dans ses démarches de formation. Ils reconquièrent leur place paternelle et réintroduisent une loi symbolique. Progressivement, le huis clos destructeur de ces familles s'estompe au profit d'une amorce d'investissements externes et d'objets consolateurs. Pour Maya, ses parents ne peuvent se décaler plus qu'ils ne l'ont déjà fait. La séparation mère-fille est trop douloureuse à Madame. Son retour forcé au domicile les recolle de nouveau. Maya n'en peut plus. Sa tentative de suicide sera sa seule issue. L'hospitalisation viendra acter leur séparation et amènera Maya vers une demande de suivi en soins psychiatriques. Dès lors, elle ira vers des idéaux consolateurs. Elle viendra fièrement nous en montrer les réalisations concrètes. Voyage initiatique seul en train pour se rendre jusqu'en Suisse, retrouver une amie. Elle met à l'épreuve sa subjectivité. En quelques mois, elle se transforme, commence à s'appartenir. Elle n'est plus l'objet de sa mère. Son dernier engagement se réalise dans un service civique d'animation auprès de personnes âgées. Pour Ingrid, là aussi, l'hospitalisation longue de Madame I en psychiatrie va aider à la séparation mère-fille. Cette contrainte va permettre à Madame d'engager son propre travail d'individuation en s'étayant sur l'alliance thérapeutique avec son psychiatre et son psychologue. Ingrid a quitté la maison pour s'installer dans son appartement à proximité de son lieu d'apprentissage. Monsieur et Madame diront en riant que celui-ci est dans la même rue que le CMP où Madame consulte, ce qui permet des visites fréquentes. Monsieur I, quant à lui, a repris une plus juste place de père et de mari. Il va mieux et retravaille. Les entretiens individuels ont été un soutien aux séances de groupe. Dans le groupe, notre travail a été d'accueillir le péril émotionnel de ses parents et le chaos familial. Ce dispositif a permis une contenance solide et sécure. L'impensable a pu s'y exprimer, le lâcher-prise y advenir. L'enveloppe groupale, solide, a pu recevoir l'effondrement. C'est là que les entretiens individuels devenant nécessaires ont pris tout leur sens. Les mouvements émotionnels, personnels, suscités au sein du groupe ont pu être alors réélaborés individuellement. Ce va-et-vient entre groupe et entretien individuel forme une sorte de cercle vertueux, les uns se nourrissant des autres. L'écho des propos de chaque membre au sein du groupe amplifie, accélère les compétences de transformation individuelle. Monsieur et Madame Ni pourront témoigner de l'effet réconfortant pour eux d'avoir été accueillis sans jugement parmi des pairs. Ils pourront alors s'engager à revenir en entretien individuel. Tous se saisiront de ces deux propositions. En groupe, ils trouvent le réconfort de ne pas être seuls. Ils découvrent que, pris dans l'échange, ils peuvent se laisser aller à la confidence sans danger d'être attaqués et font l'expérience que l'extérieur n'est pas toujours menaçant. En individuel, place à l'intime. Les thématiques abordées en groupe reviennent, cette fois, au travers de ce qu'elles ont généré pour eux. La revisite de leur propre histoire, les liens qu'ils parviennent à faire entre leur histoire familiale passée et présente, leur apportent des débuts d'éléments de compréhension. Les tensions familiales se desserrent, la conversion de leur fille peut s'envisager avec moins de danger d'arrachement et ou de perte. En conclusion, au cours de cette expérience, nous avons constaté que le long processus de différenciation qui s'engage à l'adolescence peut mettre en danger les liens familiaux d'attachement, d'appartenance, quand ceux-ci ne sont pas suffisamment solides. Tout au long de ces accompagnements individuels et groupaux, nous avons observé la dégradation du lien d'amour immédiat et violent, avec un effet dévastateur et mortifère sur ces adolescentes et leur entourage familial. Pour toutes nos situations, il est question d'une relation fusionnelle et abusive, mère-fille, où le père est absent ou évincé et ne peut faire tiers. Dans ces situations, le père est exclu. Les mères avouent être incapables de s'opposer à l'objet de leur amour par peur de le perdre. Les filles ne rencontrent aucune limite, ni paternelle ni maternelle. Ce défaut de contenance familiale rend ces adolescentes insécures. Elles ont l'intuition du potentiel suicidaire de leur mère. Par leur radicalisation, elles développent un symptôme bruyant permettant d'alerter sur l'impasse dans laquelle elles se trouvent. Le salafisme leur permet de trouver une loi au-dessus des lois. Il n'existe qu'un Dieu unique qui vient faire contenance externe et réguler les relations intersubjectives. Mettre Dieu entre elles et leur mère
C'est une tentative de mettre une loi symbolique, tentative de séparation psychique, là où la séparation corporelle est impossible. Cette expérience nous a démontré que grâce au travail thérapeutique mené auprès des parents, le fonctionnement familial existant a pu se modifier et par là même a permis à ces jeunes filles un désengagement de leur radicalité. Les liens familiaux restaurés et transformés, le processus adolescent a pu advenir. Merci.